Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. 10h03, on attend peut-être encore 1 minute et puis on pourra démarrer? Merci Ségolène. Activez le son. Pas d'autres participants, venir se connecter en nombre, donc je vous propose qu'on démarre cette nouvelle rencontre 2026? Allez. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On est vraiment ravis de vous accueillir, pour cette, nouvelle réunion qu'on vous propose, aujourd'hui sur l'embauche des salariés saisonniers. Donc, réunion qui est organisée par la MSA de Bourgogne et la MSA de Franche-Comté avec la participation cette année de nos deux partenaires Action Logement et France Travail. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse vous proposer une information la plus complète possible sur la thématique de l'embauche des saisonniers. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion si vous en avez ou à lever la main pour prendre la parole. Au fil de la présentation, vous verrez qu'on a réservé des plages dédiées à vos questions. Donc aujourd'hui, un rapide tour de vos interlocuteurs du jour. Vous aurez Stéphanie Gouillet pour la MSA de Franche-Comté, Marilyn Guigon pour la MSA de Bourgogne, moi-même pour la MSA de Bourgogne, Fabrice Chartier pour la Franche-Comté, Régine Willems et Isabelle Vendroux pour la MSA Bourgogne, Christine Arnoux-Pereira pour la Bourgogne, et puis Madame Isabelle Lefebvre pour Action Logement et Monsieur Sébastien Gourlot pour France Travail. Donc juste pour vous rappeler que les micros et les caméras sont désactivés pendant la présentation, mais comme je viens de vous le dire, n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil ou en levant la main. Sauf si quelqu'un s'y oppose tout de suite, on va faire comme habituellement, on va enregistrer ce webinaire et mettre le replay à disposition sur le site internet. Et puis vous aurez le support complet de la présentation qui vous sera mis à disposition en intégrant les réponses à vos éventuelles questions. On va peut-être passer, Régine, sur la page de présentation du sommaire. Voilà, juste pour vous rappeler très rapidement les objectifs de cette rencontre. On fera ensuite un petit point sur l'accompagnement de la protection de la santé et sécurité au travail des saisonniers, les formalités relatives à l'embauche d'un salarié saisonnier, et puis on terminera par la modernisation du TESA simplifié. Donc, petit rappel de des objectifs de cette rencontre. Voilà, on va vraiment faire le focus sur la protection de la santé et sécurité au travail des saisonniers, puisque vous le verrez plus tard dans la présentation, mais c'est aussi un levier d'attractivité, la sécurisation de la protection sociale de vos saisonniers. Et puis, on espère, et en tout cas, c'est notre objectif, que ce webinaire puisse répondre à vos besoins d'accompagnement. Et donc, j'insiste un petit peu, mais n'hésitez pas surtout à nous poser vos questions. Je vais laisser la parole tout de suite à nos expertes, à nos experts, et puis je vous souhaite un bon webinaire et voilà, et des réponses à vos interrogations. Bonjour à tous. Je vais d'abord me présenter. Christine Arnoux-Pereira, je suis responsable du service prévention des risques professionnels de la MSA de Bourgogne. Et on va aborder dans ce cadre de l'embauche des travailleurs saisonniers. Il nous est apparu essentiel de faire le point spécifique sur la protection de leur santé ainsi que sur les conditions de sécurité dans lesquelles ils exerceront leur activité. Et cette démarche vise à garantir un environnement de travail sûr, à sensibiliser chacun aux risques professionnels et à rappeler les bonnes pratiques afin de prévenir les accidents et préserver la santé de tous les saisonniers. Donc, on a 6 points qu'on va aborder pour bien démarrer, voilà, et pour que vous puissiez effectivement accueillir dans de bonnes conditions, en toute sécurité et dans le respect de vos obligations. Donc, premier point, donc la MSA est le seul régime de sécurité sociale à intégrer pleinement la prévention des risques professionnels et de la santé aux sécurités. C'est une spécificité forte. C'est le seul régime effectivement de sécurité sociale qui intègre en son sein une activité de prévention des risques professionnels et de santé au travail.
Et bien entendu, on accompagne les actifs, c'est-à-dire les salariés et les non-salariés agricoles. Nous commencerons par voir quelles sont nos missions, voilà, au sein du service de santé et sécurité au travail et comment on peut vous accompagner. Donc, on protège la santé et sécurité, enfin, la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur carrière professionnelle. On conseille les entreprises et les salariés sur les mesures de prévention et d'amélioration des conditions de travail. On surveille l'état de santé des travailleurs et on accompagne les changements organisationnels pour garantir un environnement de travail sain et sûr. Nos missions, donc, elle intervient au quotidien auprès des entreprises à travers 3 grandes missions. Donc, offrir une expertise pluridisciplinaire pour accompagner les entreprises dans la mise en œuvre d'une politique de santé et sécurité au travail efficace. Mettre en œuvre aussi des actions de prévention pour réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles, soutenir les entreprises dans la gestion des changements organisationnels en intégrant les enjeux de santé et sécurité dans la conception de vos projets. Pour cela, on a une équipe de professionnels composés de conseillers en prévention, médecins du travail, infirmiers de santé au travail, d'assistants SST et de gestionnaires administratifs. Donc, cette équipe pluridisciplinaire, elle vous accompagne en matière de prévention, de santé et sécurité à travers des participations C2SCT, la reconnaissance de maladies professionnelles, le maintien dans et en emploi, sur les aspects de réglementation, sur l'analyse de données sinistralité, sur vos projets d'investissement, projets de conception d'aménagement, extension, bâtiment ou tout autre projet de changement au sein du travail. Pour cela, on a aussi un fil conducteur dans nos actions sur le territoire. Donc, elle s'inscrit dans un cadre qui s'appelle le plan santé sécurité au travail 2026-2030, structuré autour de 2 grandes orientations. Donc, l'axe 1, qui est accompagner les entreprises pour améliorer les conditions de travail afin de réduire les effets délétères sur la santé au travail. Donc là, on va retrouver effectivement toutes les problématiques de risques chimiques, risques machines, risques liés effectivement aux chutes de hauteur. Et le deuxième axe, on va soutenir les transformations sur les transitions de l'agriculture dans une approche de bien-être au travail, avec effectivement toutes les questions autour de l'innovation, des mutations, de renouvellement des générations. Mais tout d'abord, pour une embauche d'un travailleur saisonnier, cela implique quand même quelques exigences de protection pour tout, comme pour tout autre salarié. Donc, l'employeur a une obligation de sécurité. Il doit protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ça fait partie du Code du travail. Ces responsabilités, elles doivent mettre en place la prévention des risques professionnels, l'information et la formation, une organisation et des moyens adaptés. Il doit effectivement aussi évaluer les risques et adapter en continu les mesures selon l'évolution des situations. Donc, à retenir, la sécurité, elle ne s'improvise pas. Hein. C'est une vraie démarche structurée, anticipée, évolutive, au cœur de la performance de la prévention. Donc, pour cela, on a des documents uniques. Voilà. Donc, l'employeur, il peut s'appuyer sur les 9 principes de prévention. Donc, éviter les risques, évaluer les risques à travers un document unique, combattre le risque à la source, adapter le travail à l'homme, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, donc se renseigner sur les évolutions, remplacer ce qui est dangereux parce qu'il est moins, donc c'est l'évaluation du risque à nouveau là, qui lui permet de faire cette évaluation, de planifier la prévention, donc de mettre en place effectivement un plan d'action, de prendre en charge les mesures de protection collective adaptées et donner les instructions appropriées et claires. Donc, avant, une des premières obligations d'un employeur en matière de santé et sécurité au travail, elle concerne la DPAE. Donc, voyons les informations à renseigner et leurs conséquences. Donc, là, la déclaration préalable à l'embauche, DPAE, auprès de la MSA doit inclure un certain nombre d'informations précises sur les expositions aux risques professionnels, sur le suivi médical de vos salariés. Donc, la DPAE, elle détermine directement le type de suivi
médical. Donc, SIS, suivi individuel simplifié, SIR, suivi individuel renforcé, ou SIA, suivi individuel adapté. Si les informations d'exposition ne sont pas complétées, le salarié concerné sera alors assimilé comme devant bénéficier d'un suivi simplifié, individuel simplifié. Donc, une identification précise et anticipée permet au service de santé et sécurité de la MSA d'organiser une visite médicale, si elle est nécessaire, dans les meilleurs délais. Et l'employeur peut alors affecter le salarié à son poste de travail dans la bonne condition, sans risque juridique. Donc, une petite nouveauté au sein du service de santé et sécurité au travail pour vous accompagner. Donc, pour les vendanges 2026, le service de santé et sécurité au travail de la MSA de Bourgogne innove. Donc, une téléconsultation le matin même de l'embauche des salariés mineurs. Donc, l'objectif, c'est de gagner du temps, de sécuriser vos démarches et de faciliter votre organisation. Donc, le dispositif est simple, rapide. Il y a 3 étapes. Donc, déclarer votre embauche, envoyer un mail à l'adresse mail suivante, bourgogne-blft-blf@bourgogne.msa.fr avec pour objet embauche mineure vendange, nom et prénom, le numéro de sécurité sociale, la date de la prise de poste. Vous recevrez un lien de téléconsultation et le consentement. Donc, assurez-vous bien de détenir un mail de votre salarié. C'est un préalable. Les conditions indispensables. Pour garantir que la visite soit faite le jour J, il faut que le consentement soit bien transmis avant la visite. Sans consentement, pas de téléconsultation. Donc, il faut un téléphone portable pour le salarié, un lieu calme et confidentiel pour qu'il puisse effectivement échanger et un réseau disponible, parcelle ou bureau avant départ. Donc, identifie bien cela avant. Donc, pourquoi adopter ce dispositif? Il y a un gain de temps dès l'embauche, une organisation simplifiée et en pleine vendange, et une conformité assurée pour les salariés mineurs, et puis une solution adaptée au terrain. Donc, ensemble, pour une mobilisation de la santé des jeunes travailleurs, voilà. Donc, c'est un suivi dès les premiers jours et des démarches fluides pendant les vendanges. Donc, l'accueil des travailleurs saisonniers ne relève pas simplement d'une obligation organisationnelle, c'est aussi un levier direct de performance économique, sociale et opérationnelle. Donc, pourquoi? Parce que c'est stratégique, hein. Ça permet de faire monter en compétences rapidement. Il y a moins d'erreurs, moins d'accidents. Il y a une meilleure qualité et une efficacité. Puis, ça permet effectivement de fidéliser les saisonniers. Donc, dans les bonnes pratiques, il faut effectivement présenter le cadre de l'entreprise, les activités, les effectifs, l'organisation, le fonctionnement, qui fait quoi, les horaires, les lieux, les points de clé, eau, électricité, voir ce qui vous paraît essentiel de savoir, clarifier le travail attendu, c'est d'écrire et montrer les tâches, cueillette, transport, toute activité, expliquer les consignes techniques, s'il y a des consignes techniques très spécifiques, préciser les exigences de qualité et de productivité, parce que ça permet effectivement de réduire les erreurs, et je pense que ça, c'est un objectif clair. Identifier le responsable et l'encadrant qui supervisera ce saisonnier. Intégrer la prévention aussi, c'est informer des risques professionnels, c'est présenter les mesures de prévention qui sont mises en œuvre au sein de la structure et le document unique, c'est obligatoire. Favoriser le travail en binôme, ça permet effectivement d'avoir une surveillance et mettre en place un protocole pour les travailleurs isolés. Donc, il faut promouvoir l'hygiène de vie. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'hydratation régulière et surtout en cette période est plutôt à favoriser. L'alimentation adaptée, un petit déjeuner est important parce qu'arriver le ventre vide, c'est source de situations ou de malaise. Donc, vaut mieux éviter, vaut mieux rappeler. Tenue conforme à la météo.
chaussures adaptées et vaccination antitétanique à jour. Donc, préserver la santé physique. Donc, il y a aussi des rappels sur les bonnes postures, tout ce qui est en lien avec la protection du dos. Il faut alterner les postures ou les positions ou proposer effectivement des tâches différentes. Encadrer le port de charge. Donc, il faut bien plier effectivement les jambes et si possible, mécaniser lorsque c'est possible. Échauffer en début de journée, étirement en fin de journée, et encourager les pauses pour récupérer et échanger aussi sur les situations de travail. Assurer le suivi, donc un temps d'échange en fin de journée avec les nouveaux saisonniers, les nouveaux arrivants, ça permet de répondre aux questions aussi. Et puis, ça permet de faire un accompagnement régulier. Donc, des points clés quand même de cet accueil, c'est avant l'arrivée, c'est préparer le poste, matériel, planning, consigne, envoyer les informations pratiques, les horaires, les logements, les accès, anticiper les démarches administratives avant. Et puis le jour J, effectivement, c'est l'accueil structuré et humain, ça permet effectivement de présenter l'équipe, les effectifs, l'activité, expliquer en clair les missions et les règles, les attendus, sensibiliser sur la santé, la sécurité, et puis désigner aussi un référent. Et pendant la mission, le suivi régulier pour répondre aux questions avec des feedbacks rapides et constructifs, ça permet effectivement de meilleure intégration au sein des équipes et puis ça permet effectivement de favoriser un bon climat de travail. Un bon accueil, il passe aussi par un certain nombre d'informations claires sur les procédures d'urgence et les moyens de secours disponibles dans l'entreprise. Donc, on va effectivement indiquer les procédures en cas d'accident, en cas d'incident, d'alerte, de panne mécanique, donc l'emplacement des trousses de secours, le téléphone portable à disposition, qui prévenir, afficher les numéros d'appel d'urgence. Donc, pour rappel, un numéro d'appel d'urgence, c'est le 15 pour les urgences médicales, les pompiers, c'est le 18, et puis le 112 pour le numéro d'urgence européen, avec effectivement les numéros d'urgence inscrits sur des fiches. Et puis, un petit focus sur quoi faire en cas d'alerte, protéger, faire cesser le danger sans risque pour soi et pour les autres, et sans aggraver les conséquences pour les victimes, et faire alerter les secours. Donc, pour vous accompagner, on a dans cet accueil de nouveaux saisonniers, il y a un levier stratégique, c'est effectivement toute la documentation que la MSA met à disposition. Donc, on vous fait un petit zoom sur les guides qui sont mis à disposition par la MSA. Donc, il y a une approche multilingue, une documentation fournie et disponible en plusieurs langues sur SSA et MSA. Donc là, vous avez les saisonniers turcs, tchèques, slovènes, ukrainiens, sur la cueillette des melons, en vidéo sur différentes langues aussi. Et donc là, vous retrouvez un certain nombre de documents qui peuvent vous accompagner justement et accompagner les saisonniers sur les conseils sur lesquels ils peuvent s'appuyer. En cette période qui va arriver, nous avons aussi des guides vendanges qui sont aussi disponibles sur le même site, donc en différentes langues. Donc vous avez une image un petit peu de tout ce que vous pouvez trouver. Donc, pourquoi c'est un levier stratégique, l'accueil des saisonniers? Parce qu'un bon accueil a un impact direct sur votre performance en termes de productivité. Parce que effectivement, on a moins d'accidents, une meilleure cohésion et ça réduit aussi le turnover. En conclusion, un accueil structuré, humain des saisonniers est un indicateur de professionnalisation, un investissement rentable et il sécurise l'activité, améliore la performance et renforce l'attractivité de l'entreprise. Donc, bien accueillir ces saisonniers, c'est pas seulement bien faire, c'est aussi mieux. Voilà, c'est un investissement à court terme pour un gain immédiat de performance. Alors, dans un contexte d'actualité marqué par les épisodes, on va dire, de canicule, il est essentiel, après l'accueil des saisonniers, de sensibiliser aux risques solaires, particulièrement lors de travaux en extérieur. Donc, travail sur forte chaleur, il y a des nouvelles obligations qui sont apparues en 2025. Donc, pour faire face à l'augmentation des vagues de chaleur, donc il y a eu un décret qui est apparu le 27 mai 2025 qui renforce effectivement la
la protection des travailleurs depuis le 1er juillet 2025 et des mesures adaptées au niveau de vigilance définies par Mité en France, jaune, orange et rouge. Donc, l'employeur doit informer et former les salariés, reconnaître les signes des coups de chaleur, connaître les gestes à adopter, mettre en place effectivement des protocoles de secours, notamment pour les travailleurs isolés, intégrer le risque chaleur dans vos plans de prévention, exemple en agriculture, et document unique. Donc, ça doit être inscrit dans le document unique et accorder une vigilance accrue au public sensible, comme les femmes enceintes, les personnes isolées ou les personnes avec des pathologies connues. Donc, le travail par forte chaleur, voilà, les mesures de prévention à déployer, dès qu'un risque est identifié, il faut adapter l'organisation du travail, les horaires décalés, les pauses renforcées, limiter effectivement les tâches pénibles aux heures chaudes, aménager les postes, éventuellement mettre des ombrages, des brumisateurs, des protections contre le rayonnement, garantir de l'eau, donc au minimum, voilà, jusqu'à 3 litres par jour s'il y a absence d'eau courante, et fournir des équipements adaptés, vêtements respirants, couvre-chef, lunettes, voilà. À retenir, le risque chaleur devient un enjeu majeur de santé au travail et nécessite une anticipation, une adaptation, une traçabilité dans l'évaluation du risque professionnel et dans le document unique. Donc, avec l'augmentation, la prévention du risque fait désormais partie des priorités. Donc, en matière de santé, donc le gouvernement a effectivement fait des campagnes de communication, dont voici effectivement une qui vous donne quelques pistes. Je me prépare, j'agis et j'améliore. Voilà. Alors, dernier volet sur la partie prévention des risques professionnels avant la prise de poste. En lien avec tout ce que je viens de dire, il est essentiel de préparer le corps à l'effort grâce à des échauffements. Jusque-là. Pardon? Des échauffements et de favoriser la récupération avec des étirements, particulièrement en période d'activité intense et de chaleur. Donc, instaurer des routines, des échauffements, des étirements en début et en fin de prise de poste permet de préparer le corps à l'activité et de réduire les risques de troubles musculo-squelettiques. Donc là, vous avez quelques exemples, voilà, pour faire bouger les pieds, les genoux, donc ça permet plus de vitalité, plus d'efficacité, moins de gêne, moins de douleur, et ça permet effectivement, à travers quelques gestes simples, sensation de chauffe, respiration profonde, avec des amplitudes progressives, avec une pratique régulière et de cibler les zones qui seront sollicitées. Ça permet effectivement de réduire les accidents aussi. Voilà. Et en fin d'activité, voilà, quelques gestes simples aussi. Ça permet de restaurer effectivement les mouvements, de penser aussi à alterner les postures pendant et en fin d'activité. Donc, respiration profonde. Juste, j'ai fini. En résumé, la santé et la sécurité au travail sont l'affaire de tous. Et quelques réflexes simples peuvent faire une réelle différence au quotidien. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions. Alors, pour l'instant, pas de questions, Christine, dans le fil de discussion. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite prendre la parole ou n'hésitez pas à poser vos questions. Tu as été très claire. Merci beaucoup, Christine. Merci à tous. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut enchaîner. Petit problème de son, je pense, parce qu'on n'entend pas.
Régine, vous avez mis votre micro? Ça y est, j'ai remis le micro. Ah, c'est bon. Voilà, excusez-moi, j'avais coupé le micro. Alors, je me présente, je suis Régine Willems, chargée d'études au service cotisation sur salaire, basée à Mâcon. Donc, moi, je vais vous parler des formalités relatives à l'embauche d'un salarié saisonnier. Alors, les démarches incontournables avant la première embauche, il faut toujours anticiper et informer au plus tôt la MSA que vous comptez embaucher un ou plusieurs salariés pour la première fois. Et parallèlement, il faut prendre contact avec un organisme de prévoyance afin d'obtenir les données de paramétrage et les transmettre à la MSA pour tout ce qui est prévoyance, GIT, décès et cotisation frais de soins. Donc pour la première embauche, il y a des informations nécessaires à préparer auprès de la MSA. Donc déjà au niveau de l'entreprise, votre SIRET, la raison sociale, la convention collective appliquée dans votre entreprise, la date de la première embauche, le nombre de salariés concernés et l'activité principale des salariés. Et également nous informer quel mode de déclaration vous choisissez, le TESA simplifié, le TESA+, ou la DPAE en lien avec la DSN et le logiciel de paye. Donc concernant la déclaration d'embauche, vous pouvez la faire au plus tôt dans les 8 jours qui précèdent l'embauche ou au plus tard dans les instants qui précèdent l'embauche. Alors cette déclaration, vous pouvez la faire à partir de votre espace privé, votre employeur, MSA, sur le site Net Entreprise ou sur le site MSA, DPAE, également sur le site MSA pour le service TESA+, TESA S pour les contrats de moins de 3 mois et pour le TESA+, pour tous les autres contrats. Régularité de la situation. Alors, un petit focus, si vous embauchez quelqu'un qui est né à l'étranger et de nationalité étrangère, vous devez vérifier certaines choses. Déjà, récupérer tous les justificatifs avant l'embauche du salarié pour ensuite pouvoir les transmettre à l'AMSA. Alors, notamment l'acte de naissance avec filiation, c'est-à-dire nom, prénom des parents, un justificatif d'identité, carte d'identité ou passeport, le titre des séjours et l'autorisation de travail dans certains cas. Vérifier le pays de délivrance de la pièce, c'est la France ou le pays étranger, et vérifier s'il s'agit d'une autorisation de travail ou une autorisation de circuler. Donc ces pièces sont indispensables à l'identification et l'immatriculation de vos salariés par la MSA afin de leur ouvrir des droits. Un petit focus maintenant sur l'exonération aux travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi. Donc, c'est une exonération d'une partie des cotisations patronales et elle est limitée à 119 jours par an, par salarié et par employeur. Donc, les employeurs éligibles, ce sont tous les employeurs relevant de la MSA, sauf les paysagistes, les artisans ruraux, les entreprises de services agricoles, les entreprises de travail temporaire et certaines structures touristiques, et les coopératives agricoles, hors activité de conditionnement de fruits et légumes. Les salariés éligibles, ce sont les salariés, les CDD saisonniers, CDD d'usage et les contrats vendanges. Les CDD d'insertion, conclus par une entreprise d'insertion ou par une association intermédiaire. Les CDD, contrats initiative à l'emploi, conclus notamment dans le cadre d'un contrat unique d'insertion. Pour des CDI conclus avec un demandeur d'emploi par un groupement d'employeurs composé exclusivement de membres exerçant certaines activités éligibles à ce dispositif. Donc, quand on parle de demandeurs d'emploi, ce sont les personnes qui sont inscrites à France Travail depuis au moins 4 mois ou 1 mois suite à un licenciement. Les salariés recrutés sur CDD éligibles par un groupement d'employeurs pour effectuer des tâches relevant des activités ouvrant droit à l'allègement travailleur occasionnel. Donc sont exclus tous les CDI hors conditions citées ci-dessus et les CDD autres que saisonniers ou d'usage.
Alors, concernant cette exonération, elle est maintenant pérenne et elle a été étendue à certaines coopératives, notamment au CUMA employant au plus 3 salariés et sociétés coopératives et leurs unions ayant des activités liées au conditionnement de fruits et légumes. Cette exonération est plafonnée selon le salaire. Alors, il y a une exonération totale si la rémunération est inférieure à 1,25 SMIC. Il y a une exonération dégressive entre 1,25 et 1,6 SMIC. Et il n'y a plus d'exonération au-delà de 1,6 SMIC. Un petit focus sur le contrat vendange. C'est un CDD spécifique pour le vendange qui a une durée maximale de 1 mois par an et qui peut être renouvelable dans la limite d'un mois par an. Les travaux éligibles sont la préparation, la cueillette, le portage, le nettoyage du matériel. En sont exclus les tâches administratives, la cuisine, le ménage et le cuvage du vin. Cette exonération n'est pas cumulable avec la réduction générale de cotisations patronales, de sécurité sociale et d'assurance chômage. Donc pour en bénéficier, il faut en demander au moment de la saisie de la déclaration d'embauche. Vous avez possibilité de renoncer à ce dispositif au profit de la RGCS au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Maintenant, nous faisons un petit focus sur la complémentaire frais de soins. Depuis 2016 et la loi de généralisation, les employeurs du secteur privé ont l'obligation de couvrir leurs salariés en complémentaire santé avec une prise en charge d'au moins 50% de la cotisation. Cette loi encadre également les contrats collectifs en les soumettant à des critères de responsabilité qui définissent des bornes de remboursement pour certains actes médicaux. Depuis 2014, les accords collectifs peuvent préconiser un organisme complémentaire, mais ne peuvent plus l'imposer. Quelle démarche de l'employeur? Vous devez vous rapprocher de l'organisme complémentaire de votre choix pour souscrire un contrat collectif. Donc la MSA a noué des partenariats avec certains organismes permettant une gestion unique des frais de santé. C'est-à-dire que nous collectons les cotisations, mais nous faisons également le remboursement auprès de vos salariés. Les dispenses d'affiliation à cette complémentaire frais de soins. Vos salariés peuvent, sous certaines conditions, choisir de se dispenser du contrat mis en place dans l'entreprise. Donc, il existe des dispenses d'affiliation de droit applicables automatiquement aux salariés, même si non prévues dans l'acte fondateur mettant en place le régime collectif, ou des dispenses d'affiliation conventionnelles qui ne sont applicables que si prévues dans l'acte fondateur mettant en place le régime collectif. Si tel est le cas, vous devez en informer l'organisme complémentaire ou la MSA directement si la gestion de ce service est déléguée. Alors via la DPAE, via le TESA ou par mail. Les dispenses d'affiliation sont soumises à des délais de transmission pour être applicables à l'embauche du salarié. Donc référez-vous aux conditions générales du contrat souscrit au prix de l'organisme complémentaire. En cas de transmission tardive, la dispense d'affiliation s'appliquera au premier jour du mois suivant la demande. Le versement santé. L'employeur peut remplir son obligation de couverture en substituant la couverture obligatoire à une participation forfaitaire appelée versement santé. L'employeur ajoute sur la fiche de paie du salarié une participation à une couverture individuelle. Dans ce cas, le bénéfice du versement santé est imposé au salarié. Donc, ce versement santé est réservé aux salariés suivants: les CDD pour une durée inférieure ou égale à 3 mois, les salariés en contrat de mission de moins de 3 mois et les salariés travaillant moins de 15 heures hebdomadaires dans l'entreprise. La législation fixe les règles de calcul ainsi qu'un montant minimum qui est revalorisé chaque année. Donc, par exemple, en Bourgogne, c'est
6,07 € pour 2026 et en Franche-Comté, c'est 22,42 €. Donc, le versement santé, c'est le montant de cette contribution complémentaire patronale multiplié par le nombre d'heures de travail du mois divisé par 151,67 €. Et le salarié peut également percevoir le versement santé en demandant à bénéficier du cas de dispense adaptée. Et la demande doit être réalisée à l'embauche dans ce cas-là. Des questions? Alors, pour l'instant, Régine, pas de questions dans notre fil de discussion. N'hésitez pas, surtout. Nous sommes là pour vous répondre. Levez la main ou vous pouvez bien sûr nous écrire. Eh bien, écoute, Régine, je te Pas de propose de questions. poursuivre. Merci. Pas de questions. On va continuer. Alors, nous allons aborder un autre sujet maintenant qui est le recours à la prestation de service. Qu'est-ce que la prestation de service? En agriculture, la prestation de service consiste à déléguer tout ou partie des travaux d'une exploitation à une entreprise spécialisée. Le prestataire de service est un professionnel indépendant qui signe avec vous un contrat de prestation de service à la carte. Il vous doit une garantie de résultat et des prestations assurées. Le recours à un prestataire de service vous exonère des démarches administratives d'embauche et de surveillance de main-d'œuvre, mais ne vous exonère pas de certaines responsabilités. Et c'est ce que l'on va voir. Le contrat doit être dûment signé. Et le prix de la prestation de service est généralement fixé en fonction de la nature des travaux et non pas des heures de travail. Ce contrat doit permettre d'établir clairement les obligations des parties, les conditions de la prestation. Parallèlement, les engagements du prestataire, il doit exécuter de manière indépendante au profit de son client un travail déterminé et défini avec précision. Et il doit encadrer et avoir autorité sur ses ouvriers. Que devez-vous vérifier obligatoirement avant de signer avec un prestataire qui est établi en France? Pour tout contrat de 5 000 € ou plus, au moment de la signature, puis tous les 6 mois, vous devez vérifier le document certifiant son inscription au registre du commerce et des sociétés ou un autre registre professionnel lorsque celui-ci est obligatoire. Et les attestations de déclaration et de paiement des cotisations sociales auprès de la MSA ou de l'URSSAF, selon le régime auquel est affilié le prestataire. Cette attestation permet de vérifier que votre co-contractant dispose des moyens nécessaires pour réaliser la prestation demandée. Donc, c'est ce qu'on appelle une obligation de vigilance. Il vous revient de vérifier en ligne l'authenticité de ces documents en utilisant l'adresse du service en ligne figurant sur l'attestation. Pour un prestataire établi à l'étranger, voici les éléments à demander. Un document mentionnant son numéro de TVA intracommunautaire ou, à défaut, son identité et son adresse et les coordonnées de son représentant fiscal en France. Les formulaires A1 attestant d'une couverture sociale pour le prestataire et ou pour ses salariés. Et lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, une attestation de déclaration et de paiement des cotisations sociales auprès de l'organisme de sécurité sociale étranger ou lorsqu'il est affilié au régime de sécurité français, l'attestation de déclaration et de paiement des cotisations fournies par la MSA ou l'URSSAF. Et là, même chose, obligation de vigilance. Il vous revient de vérifier en ligne l'authenticité de ces documents. Lorsque l'immatriculation du co-contractant à un régime professionnel est obligatoire dans le pays étranger, l'un des documents suivants est nécessaire. L'inscription à un registre professionnel,
devis, documents publicitaires ou correspondance professionnelle établie par le prestataire avec son nom, dénomination sociale, adresse complète et inscription au registre professionnel. Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de 6 mois, émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation au dit registre. Quel risque en cas de fraude de la part du prestataire de service? Donc, on vous a dit précédemment qu'il faut bien vérifier si votre prestataire de service est en règle. D'où l'authenticité de l'attestation de vigilance. Le donneur d'ordre doit s'assurer de l'authenticité de l'attestation auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Pour contrôler la validité des attestations, il suffit de se munir du numéro de sécurité mentionné sur l'attestation et de vérifier l'authenticité du document à l'aide du module de vérification des attestations. Et ici, vous avez la présence du service auquel vous pouvez vérifier l'authenticité. Et si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez consulter le site internet du ministère du Travail à ce sujet. Des questions? Alors effectivement, nous avons une question dans le fil de discussion. Est-ce que le versement santé est obligatoire pour les contrats de moins de 3 mois ou au bon vouloir de l'employeur? Donc là, c'était une question finalement sur le sujet précédent. Donc je vais me permettre de répondre sur la partie. Enfin, Régine, est-ce que tu veux répondre? Non, vas-y. Voilà. Donc effectivement, le versement santé pour les contrats de moins de 3 mois, tout est fonction en fait de votre accord. On a différents accords, par exemple au niveau de l'offre agricole gérée par Agrica, sont exclus de cet accord les CDD de moins de 3 mois. Donc tout est fonction de l'accord. Aussi, je vous invite voilà, à prendre connaissance de l'accord sur les sites des partenaires dédiés ou au besoin d'appeler la plateforme employeur de la MSA pour avoir les bons renseignements. C'est pas forcément possible pour moi aujourd'hui de vous donner pour chaque accord les règles. C'est vraiment propre à chaque accord. Mais c'est vrai que beaucoup sont sur l'accord offre agricole Agrica pour lequel effectivement les CDD de moins de 3 mois sont exclus. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport aux précédentes parties ou par rapport à celle que Régine vient de vous présenter? N'hésitez pas surtout. Il ne me semble pas, donc on peut poursuivre. Merci. Ah, je crois qu'il doit y avoir un problème de micro. Madame Lefebvre? Oui, pardon, Sur excusez-moi. le par rapport aux aides au logement? Oui, Allez-y, je vous en prie. Merci. je partage mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est parfait. Merci. Allez-y. D'accord. Donc, pour me présenter, Isabelle Lefebvre, je suis en charge des relations avec les entreprises sur une partie de la Saône-et-Loire et du Jura. Et je suis également référente des entreprises et des partenaires au niveau du secteur agricole pour la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, avant de vous présenter les dispositifs pour les saisonniers, je vais juste faire un rappel Action Logement qui nous sommes. Donc, Action Logement, nous sommes reconnus d'utilité sociale de par l'importance des aides que nous octroyons et nos engagements sur la question du logement des salariés. Donc, ce sont toutes les entreprises de plus de 50 salariés, que ce soit des entreprises du régime général ou du régime agricole, qui ont l'obligation de reverser 0,45% de leur masse salariale auprès d'Action Logement. L'objectif d'Action Logement, eh bien, c'est de faciliter l'accès au logement pour favoriser l'emploi, de proposer des aides
et services pour mieux accompagner les salariés durant tout leur parcours professionnel et résidentiel. Nous sommes l'un des premiers financeurs de la construction du logement social en France et également intermédiaire. Et puis, nous avons une implantation par région. Au niveau des fonds versés des entreprises, donc c'est principalement pour les entreprises, les salariés des entreprises cotisantes, mais nous avons quelques aides de droit ouverts et notamment à ce titre, le ministère du Logement et le ministère de l'Agriculture nous ont demandé d'intervenir sur la problématique du logement des saisonniers, du mal logement des saisonniers. Et pour cela, donc, nous avons fait évoluer certaines de nos aides, notamment la garantie des loyers, la garantie Visale. Et puis, nous avons mis en place des fonds spécifiques pour une aide financière pour les saisonniers agricoles. Donc, c'est des aides dont je vous propose de dérouler aujourd'hui. Donc, la garantie Visale, c'est une garantie de loyer qui couvre un propriétaire et un locataire durant 36 mois. En cas de défaillance, on intervient également en cas de départ du locataire avec dégradation dans le logement. Elle est accessible à tous les jeunes de moins de 30 ans, et quelle que soit leur situation professionnelle ou non professionnelle. Et pour les plus de 30 ans, eh bien, il y a des conditions spécifiques, soit par rapport s'ils sont en CDI confirmé ou ils sont en période d'essai, en mobilité géographique, en période d'essai. Et récemment, donc, la garantie Visale a été ouverte aux travailleurs saisonniers. Donc, pour nous, travailleurs saisonniers, ça peut être du régime général ou du régime agricole, enfin en fonction de leur statut. Et donc, la garantie Visale va intervenir sur les 9 premiers mois, puisqu'on est sur des contrats courts. C'est pour tout type de logement. Donc, ce qui est important pour qu'un saisonnier puisse bénéficier de la garantie Visale, il faut qu'il y ait bien la notion sur son contrat de travail de mention saisonnier, parce que si ce n'est pas précisé qu'il y a une mission saisonnier, eh bien, il ne dépendra pas de la législation, de la réglementation de la garantie Visale spécifique saisonnier, mais il retombera sur la réglementation de la garantie Visale classique. Donc ça, c'est vraiment très important. Au niveau de sa solvabilité, nous allons prendre la rémunération du ou des saisonniers lorsqu'ils prennent un logement, et on va jusqu'à 50% de leurs ressources. Pour les bailleurs, on va couvrir au niveau des bailleurs, tout type de bailleurs, que ce soit des administrateurs de biens, des bailleurs isolés, des bailleurs privés. Ça peut être des logements pris dans le parc social, pour des structures collectives, des logements dans foyers, des résidences ou des parcs de loisirs. C'est pour tout type de logement. Donc, des logements donc, chez l'habitant, des logements en location, mais ça peut être aussi sur des résidences à des structures légères de loisirs, telles que des mobil-homes, par exemple, des caravanes. Ça peut être aussi parfois sur des bateaux, sur des péniches. Seront exclus les camping-cars et puis les logements de tourisme dont la réservation est contractée par Airbnb ou Abritel. Donc, ce qui est important de savoir, c'est j'ai un saisonnier, il prend un logement, il a besoin, peu importe où se situe son logement, ça peut être dans un camping ou tout titre de logement, la garantie Visale peut être mise en place. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un contrat de location d'1 mois minimum. Donc, ça ne sera pas forcément sur les saisonniers agricoles par rapport aux vendanges pour des durées courtes, mais ça peut être peut-être pour des saisonniers agricoles qui vont rester peut-être pour le travail des vignes, donc demandant d'être sur place pour plusieurs mois. C'est pour tout type au niveau des contrats de location également, donc on accepte tout type de contrat de location, que ce soit des bails mobilité, des baux meublés, ça peut être des contrats de location saisonniers, des contrats de séjour, d'habitation, de loisirs, de location chez l'habitant avec un contrat de bail ou convention d'hébergement ou contrat de cohabitation intergénérationnelle, colocation. Donc c'est vraiment ouvert à tous les saisonniers.
Encore une fois, on ne fait pas de distinction entre un saisonnier agricole ou un saisonnier du tourisme. Ce qui est important, c'est cette notion de saisonnier. On peut aussi aider à financer un dépôt de garantie pour un saisonnier agricole. Par contre, là, il y aura une spécificité. Donc, puisque on peut aider à financer un dépôt de garantie sous forme de prêt à taux zéro et la personne nous rembourse un minimum de 20 € par mois et elle commence à nous rembourser 3 mois après. Mais il y a une spécificité dans le secteur agricole, c'est que si c'est un saisonnier, il faut que le saisonnier ait moins de 30 ans pour qu'il puisse bénéficier du dispositif et il pourra bénéficier de l'aide, ce qu'on appelle avance le CAPAS. Voilà. Pour les saisonniers agricoles de plus de 30 ans, il faudra qu'ils soient salariés d'une entreprise de plus de 50 salariés cotisants, donc ce qui est, je pense, relativement rare dans ce secteur. Donc, en tous les cas, un saisonnier agricole qui prend un logement pour lequel on lui demande à financer un dépôt de garantie, il pourra en bénéficier s'il a moins de 30 ans. On a une aide spécifique pour le paiement des loyers des saisonniers. Et donc, dans le titre de l'accompagnement du mal logement des saisonniers, eh bien, Action Logement a mis en place une enveloppe spécifique pour les saisonniers agricoles, que l'on appelle l'aide aux saisonniers agricoles, et qui est une subvention qui peut être, qui est de 4 fois, une subvention de 150 € qui peut être versée 4 fois. Donc, c'est-à-dire qu'il peut bénéficier d'une subvention jusqu'à 600 € par an, et cette subvention pourra être renouvelée une deuxième année. C'est pour tout type de logement en location. Encore une fois, ça peut être une location classique, ça peut être une chambre chez l'habitant, une chambre d'hôte, un gîte, ça peut être de la sous-location, ça peut être une résidence de tourisme dans un camping. Voilà, c'est pour tout type d'hébergement. Le dossier se télécharge directement sur notre site internet axologement.fr. Il existe en plusieurs langues, la langue anglaise, arabe, bulgare, espagnole, roumaine et italienne. La demande peut être faite jusqu'à 6 mois après le démarrage de l'activité saisonnière. Et si un saisonnier, par exemple, reste 15 jours pour les vendanges, par exemple, et il change ensuite d'exploitation, eh bien, dans la mesure où il bénéficie d'une subvention de 150 € pour le mois, ça lui permettra peut-être de financer les deux logements qu'il devra prendre. Ce qui est important pour bénéficier de cette aide, c'est que le contrat de location soit bien au nom du saisonnier agricole, que ce ne soit pas un avantage en nature. Et c'est le saisonnier qui pourra faire directement sa demande et on lui versera directement la subvention. Voilà. Et puis, j'avais mis également un aparté pour l'aide pour les alternants, parce qu'il est, voilà, pour rappeler que également pour les alternants dans les entreprises du secteur agricole, on a également une aide spécifique pour le paiement des loyers, qui est une subvention qui peut aller jusqu'à 200 € par mois. Au niveau de nos dispositifs, vous pouvez avoir le lien sur le site de la MSA. Vous pourrez retrouver le lien sur les dispositifs Action Logement pour les aides aux saisonniers. Et puis sur notre site internet actionlogement.fr, dans l'onglet saisonnier agricole, vous pourrez retrouver le lien directement sur les aides, sur la garantie Visale et sur l'aide aux saisonniers. Donc la garantie Visale est une aide qui se demande directement en ligne. Le dossier se constitue donc directement. Il y a un test d'éligibilité qui est proposé au préalable. Et puis l'aide
pour l'agri-saisonnier, c'est un dossier qu'il faut télécharger et qu'il faut bien compléter et nous retourner à l'adresse mentionnée. Ce qui est important, c'est également la qualité des pièces qui seront scannées. C'est important qu'il n'y ait que ce soit voilà, qu'on voit vraiment l'intégralité des pièces et notamment, par exemple, la carte d'identité. Il y a un petit bord transparent, par exemple, autour de la carte d'identité. C'est important qu'on ait vraiment la vision complète de la carte d'identité pour des questions, pour nous, de vérification de pièces et pour éviter toute fraude particulière. Parce que nous sommes sujets, nous pouvons être sujets à de la fraude. Et puis, pour nous contacter, eh bien, on a un numéro de téléphone où on peut être joint directement par notre service client. Et puis également, vous avez la possibilité donc retrouver le lien de nos agences avec nos coordonnées directement. Est-ce que vous avez des questions? Une question dans le fil de discussion. Est-ce que ce dispositif Action Logement est ouvert seulement aux salariés saisonniers des entreprises de plus de 50 salariés? Alors, non, comme j'ai pu dire au préalable, on a mis en place des fonds spécifiques pour accompagner tous les saisonniers de toutes les entreprises dans le secteur agricole. Donc là, peu importe la taille de l'exploitation, c'est pour tous les saisonniers agricoles, tout comme la garantie Visale. Merci. D'autres questions? N'hésitez pas à lever la main ou à intervenir dans le fil de discussion. Écoutez, merci beaucoup, Madame Lefebvre, pour Mais je vous votre en prie. présentation. On va reprendre la main, Régine, et puis poursuivre. Régine? Régine, je te laisse partager le support pour la suite, s'il te plaît. C'est Isabelle qui prend la main, enfin qui D'accord. parle. Très bien. Je Alors, vais merci, bien prendre Isabelle. le partage, je vais bien La faire présentation, dérouler. oui, Voilà, c'est Isabelle qui fait la merci. présentation. Oui, tout à fait. Voilà, merci. Régine, tu partages ou... C'est bon, vous m'entendez? Oui, Oui, Isabelle, on Isabelle. t'entend bien. On laisse Ok, Régine, voilà, partager. Merci. voilà. Donc, on va passer à la présentation. Bon, alors, je me présente tout d'abord. Je suis Isabelle Vendroux, expert en cotisation sur salaire à la MSA de Bourgogne. Donc, on va passer à la présentation du TESA simplifié.
Tu peux passer la slide suivante, Régine? Alors, j'essaye. Pourtant, je suis bien en partage. Tu veux que je reprenne la main, Régine? Ah oui, parce que là, il veut plus partager. Les petits soucis du direct, les aléas. Donc voilà, donc, présentation du TESA simplifié. Donc, voilà, qu'est-ce que le titre emploi simplifié agricole? Donc, on appelle TESA simplifié. Donc, avec ce TESA simplifié, vous bénéficiez d'un allègement de vos charges administratives. Donc, par un service gratuit et accessible en ligne, par une offre plébiscitée pour sa simplicité par les 50 à 60 000 employeurs qui l'utilisent chaque année pour gérer entre 30 000 et 200 000 salariés par mois. Par un guichet unique simplifiant les démarches sociales liées aux emplois occasionnels de très courte durée, donc les moins de 3 mois, et par un service sécurisant la protection sociale de vos salariés. Alors, ce TESA simplifié, pourquoi faire? Il permet de réaliser 11 formalités en une seule déclaration. Donc, 6 formalités au moment de l'embauche du salarié, donc la déclaration préalable à l'embauche, le contrat de travail, l'immatriculation du salarié, le signalement au service santé-sécurité au travail, l'inscription sur le registre unique du personnel et la demande d'exonération de cotisations patronales pour travailleurs occasionnels. Il fait aussi 5 formalités issues de la relation de travail, le bulletin de paye, les attestations lors de la fin de contrat, comme le certificat de fin de travail et l'attestation France Travail, la déclaration des données nécessaires au calcul des cotisations sociales, au prélèvement fiscal à la source et enfin la déclaration annuelle des salaires aux services fiscaux. Alors, on l'emploie pour quelle situation? Pour les employeurs d'occasionnels qui disposent d'un numéro SIRET, pour gérer les embauches de travailleurs occasionnels de moins de 3 mois, pour les rémunérations mensuelles brutes qui ne dépassent pas 12 015 € en 2026, soit 3 fois la valeur du plafond mensuel de sécurité sociale, pour la gestion uniquement des salariés non cadres, toutes les cotisations et contributions sociales dues au titre de mon ou de mes salariés doivent être gérées par la MSA. Pour les motifs de CDD suivants, donc le CDD de remplacement d'un salarié ou d'un non-salarié agricole, le CDD saisonnier, CDD vendange pour une durée maximale d'1 mois, le CDD de surcroît d'activité, le CDD d'usage. On gère aussi la notion de temps plein et de temps partiel. On gère les rémunérations horaires avec des heures supplémentaires, complémentaires, majorées, les rémunérations à la tâche et les rémunérations du bulletin et le bulletin de paye unique pour les CDD saisonniers inférieurs à 1 mois. Et on gère les rémunérations à cheval sur 2 mois civils. Au niveau de la prévoyance, donc c'est la gestion du versement santé, la gestion des cotisations garanties incapacité de travail et décès des salariés occasionnels, mais dont la gestion est déléguée à la MSA, et la gestion de la cotisation couverture frais de santé, dont la gestion est déléguée à la MSA. Alors, comment est appréhendée la gestion de la prévoyance? Donc, via le TESA simplifié, que les salariés occasionnels de 3 mois soient concernés par le versement santé, par la garantie incapacité de travail, la GT, par la garantie décès, par la couverture frais de santé, la CFS. Donc, si ma MSA gère mes cotisations obligatoires de prévoyance, donc CFS, GIT et décès, elle calcule et collecte les cotisations GIT et décès pour les salariés occasionnels concernés. Elle calcule et collecte ma cotisation frais de santé. Et ce qui est important, c'est qu'elle a mis en place dans la DPE une coche pour recueillir l'information sur l'affiliation ou la dispense du salarié occasionnel à la couverture frais de santé obligatoire dans cette entreprise. Si ma MSA ne gère pas mes cotisations de prévoyance, donc dans une démarche de pleine sécurisation,
Donc, pour l'affichage sur le bulletin de paye, la remontée de la donnée dans la DSN pour une bonne information de l'organisme collecteur, la sécurisation du service des droits, la MSA donc, vous préconise l'utilisation du TESA+, mais l'accès du TESA simplifié est possible. Toutefois, nous attirons votre attention sur le respect de vos obligations vis-à-vis de votre organisme gestionnaire et surtout le versement des cotisations directement à ce même organisme. Que fait ce nouveau TESA simplifié? 4 démarches simplifiées pour l'utilisateur. La première, une démarche de déclaration à l'emploi qui permet de réaliser la déclaration préalable à l'embauche, le contrat de travail simplifié, la demande de bénéfice des allégements travailleurs occasionnels si le CDD est éligible, la déclaration des données nécessaires à la gestion par la MSA de la santé sécurité travail de votre salarié. Deuxième démarche, pour saisir les données nécessaires à l'établissement de la paye, pour l'édition des bulletins de paye des salariés, pour la mise en ligne de votre décompte des charges sociales et fiscales dues à la MSA. Troisième démarche, pour valider l'envoi de votre déclaration sociale nominative. Et quatrième démarche, elle est relative au paiement des charges sociales et l'impôt prélevé à la source de vos salariés. Et les démarches opérées par votre MSA pour votre compte, donc c'est l'immatriculation du salarié s'il ne dispose pas d'un numéro de sécurité sociale, le signalement du salarié au service santé sécurité au travail, la tenue du registre unique du personnel, l'élaboration du bulletin de paye et sa conservation durant 5 ans, le calcul et la production en temps réel du récapitulatif des cotisations, contributions ainsi que les prélèvements fiscaux, l'accès aux documents de fin de contrat, le certificat de fin de travail et l'attestation France Travail, la DSN et sa transmission aux organismes sociaux et fiscaux, et le reversement du PAS à l'administration fiscale. Donc le TESA simplifié en 2025, c'est 716 000 contrats réalisés, 1,2 million de bulletins de salaire intégrés, 349 169 DSN produites. Et pour la période de la saisonnalité qui va de mai à octobre, on recense 71% des contrats et bulletins de salaire de l'année, ce qui représente 544 911 contrats réalisés, 769 457 bulletins de salaire intégrés et 238 000 DSN produites sur la période. Alors voici quelques chiffres pour la Bourgogne-Franche-Comté qui recense le nombre de contrats, le nombre de bulletins de salaire, le nombre de DSN et le nombre d'établissements utilisateurs du TESA, donc en 2024, 2025 et sur le premier semestre 2026. Donc on voit par rapport au lancement de 2024, 2025 est en augmentation. Et là, sur le premier semestre 2026, on a des chiffres qui sont quand même assez bons. Les évolutions qui sont réalisées durant l'année 2025 et sur le premier semestre 2026. Donc, on a la possibilité maintenant de saisir les temps de pause et d'habillage, la possibilité de renouveler le contrat, l'élargissement de l'accès au TODE, donc travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi pour les CUMA et les coopératives de conditionnement fruits et légumes. On a la possibilité de rectifier des rémunérations sur contrat en cours. L'ajout de l'outil de déclaration de la taxe d'apprentissage, des données d'assujettissement, de réduction et de déduction des contributions. L'affichage de la donnée motif de recours au CDD sur la DPAE qui fait office de contrat simplifié. Et les évolutions à venir en 2026, c'est rendre possible la rectification de calcul de cotisation pour la gestion du droit à l'erreur et des dossiers en anomalie, et aussi permettre de filtrer par le nom les documents de mes salariés. Alors, les échéances à connaître. Donc, au plus tôt 8 jours avant l'emploi et au plus tard le jour de l'embauche, réaliser la déclaration d'emploi du salarié occasionnel. Par exemple, je veux employer un salarié pour le 13 mai 2026. Je déclare au plus tôt à partir du 5 mai et au plus tard le 13 mai.
au plus tard en M+1, en mois plus 1, selon le calendrier partagé sur le site de la MSA. Réaliser la saisie du volet social qui permet d'établir le bulletin de paye et le décompte des charges sociales et fiscales à payer à la MSA. Par exemple, mon salarié a travaillé du 13 au 31 mai, je saisis le volet social avant le 12 juin. Et n'hésitez pas à anticiper cette démarche. Ensuite, cliquez à la fin de la saisie de l'ensemble de vos volets sociaux sur le bouton « Envoyer ma DSN ». Ça va permettre à la MSA de réaliser la DSN et de la déposer à l'échéance du 15 du mois, suivant la période de paye déclarée. Par exemple, mon salarié a travaillé du 13 au 31 mai, je saisis le volet social avant le 12 juin et dans le même temps, je valide l'envoi de la DSN qui comprend la paye de ce salarié pour que la MSA réalise et dépose la DSN pour le 15 juin. Concernant le paiement des cotisations, il est en principe mensuel et il doit être réalisé au plus tard le 25e jour du mois suivant la période de travail déclarée. Par exemple, mon salarié a travaillé du 13 au 31 mai, je dois payer les cotisations et le prélèvement à la source de l'impôt de mon salarié au plus tard le 25 juin. Alors ici, vous avez un planning des échéances à connaître. Donc bon, c'est un peu petit, mais ce qui est encadré en bleu, c'est la date limite de dépôt de la DSN qui se situe au niveau du 15 de chaque mois. Ce qui est encadré en rouge, c'est l'envoi forcé des DSN en retard. Et ce qui est encadré en orange, c'est l'accès au bulletin de salaire des nouveaux employeurs inscrits avant le 19 du mois. Alors, un aide-mémoire pour un petit peu résumer tout ça. Pour l'accès au nouveau TESA simplifié, si vous êtes un nouvel utilisateur, vous contactez les services de la MSA pour qu'elle vous ouvre l'accès au service en anticipant au maximum avant le 20 du mois précédant l'embauche. Vous préparez votre numéro de SIRET et les identifiants de connexion à votre espace personnel et vous vérifiez les données de votre établissement. Au moment de la paye, donc à faire plutôt dans les derniers jours du mois travaillé. Pour saisir le volet social, n'oubliez pas de suivre et enregistrer le temps de travail ainsi que les jours d'absence non rémunérés de vos salariés, payés à l'heure ou à la tâche. Si votre salarié est étranger, vérifiez vos obligations fiscales. Votre salarié peut être redevable d'un impôt dont vous devez faire la retenue à la source sur le bulletin. Saisir le volet social au plus tard en M+1, donc selon le calendrier partagé sur le site. Donc vous déclarez toutes les données utiles, heures normales, heures supplémentaires et ou majorées, rémunérations complémentaires telles que les avantages en nature, les remboursements de frais professionnels. Si c'est la sortie de votre salarié, renseignez les indemnités dues à la fin du contrat, indemnités de fin de contrat, si les conditions sont remplies, et indemnités compensatrices de congés payés. Vous avez la possibilité de modifier les données de vos bulletins de paye tant que vous n'avez pas validé l'envoi de la DSN. Une fois la DSN validée, les données ne peuvent plus être rectifiées. Donc, une fois les payes vérifiées et validées, procédez au plus tard en M+1, toujours selon le calendrier du site, sur le site, à l'envoi de votre DSN afin que la MSA génère la DSN et la dépose au plus tard le 15 du même mois. Après la paye, vous relevez le montant récapitulatif des charges sociales et de l'impôt de vos salariés prélevé à la source pour préparer votre paiement à la MSA et réaliser dans les délais fixés les paiements et à réaliser dans les délais fixés, pardon. Et vous remettez les bulletins de paye à vos salariés. Au moment de la sortie du salarié, éditez les documents de fin de contrat à remettre aux salariés. Donc, le certificat de travail, l'attestation France Travail, formulaire de portabilité CFS et prévoyance le cas échéant. Et à noter que depuis le 15 avril 2026, des travaux MSA ont permis la rematérialisation de l'attestation émise par France Travail en retour de votre déclaration de fin de contrat. Ceci
dans le but de fiabiliser les données présentes sur ce document et garantir le bon droit à votre salarié. Donc celle-ci est désormais disponible dans votre espace TESA sous 24 à 72 heures. Si passé ce délai, vous n'avez pas les documents, vous contactez votre MSA. Donc au moment de la sortie du salarié, vous établissez également le reçu pour solde de tout compte qui n'est pas mis à disposition par le service TESA simplifié. Et vous prenez connaissance de votre registre unique du personnel qui est disponible également dans le service TESA simplifié. Alors, des points d'attention sur votre rôle dans la production par la MSA de votre déclaration sociale nominative, donc issue du TESA simplifié. Avec vos saisies de paye, donc dans le TESA simplifié, la MSA réalise les DSN qui est une obligation pour elle, légale pour toutes les entreprises agricoles. La MSA doit impérativement déposer la DSN au plus tard le 15 du mois civil suivant le mois d'emploi. Pour permettre à la MSA de satisfaire à cette formalité, veillez après la clôture de votre paye dans votre service TESA simplifié à cliquer sur le bouton « Envoyer ma DSN » au plus tard en M+1. La validation permettra de neutraliser les risques encourus, notamment de pénalités pour réception tardive de la paye. Donc, vos possibilités de rectifier vos erreurs de déclaration. Donc, avant l'envoi de votre DSN, vous venez de valider votre déclaration d'embauche, mais vous vous apercevez d'une erreur au niveau de cette déclaration. Vous cliquez sur « Annuler la DPAE », accessible dans la rubrique « Déclaration sociale nominative ». Vous réalisez votre paye, vous pouvez modifier les volets sociaux qui permettent de déclarer les éléments nécessaires au calcul des cotisations, les éléments de rémunération, le nombre d'heures, la période d'emploi, donc toujours dans la limite du délai fixé, au plus tard en M+1. Après l'envoi de votre DSN, si le contrat est toujours en cours, vous avez désormais la possibilité de rectifier un ou plusieurs des BS précédents de ce contrat sur le volet social de la période de paye en cours. Si le contrat est clos, pour l'instant, la MSA mène des travaux pour permettre de faire un recalcul des cotisations légales en cas d'erreur. Alors, le choix entre temps partiel et temps plein. Donc, les petites notions. Le type de contrat temps partiel ou temps plein est important pour le calcul de vos cotisations et il doit être fait très précisément. Par exemple, vous connaissez le nombre d'heures et ou de jours exacts que devra réaliser votre salarié. Si moins de 7 heures par jour sur toute la période du contrat, c'est un temps partiel. 7 heures par jour avec des jours non travaillés, prévus et connus sur la période, c'est un temps partiel. Vous ne connaissez pas avec certitude le nombre d'heures et ou de jours où votre salarié pourra effectivement travailler, c'est un temps plein avec déclaration des jours d'absence non rémunérés sur les jours non travaillés, par exemple pour intempéries. Alors, il y a un cycle du TESA simplifié. Donc, je réunis toutes les informations nécessaires aux déclarations. Je connais les délais limites de saisie pour ne pas prendre du retard vis-à-vis de mes salariés et de la MSA. Je vérifie et contrôle l'exactitude des données saisies avant de valider définitivement. Je valide les formalités avant les dates limites de saisie. Et je consulte les documents produits et j'informe mes salariés à l'issue des formalités réalisées, DPAE, bulletin de paye et fin de contrat. Avez-vous des questions? Alors, dans le fil de discussion, je reprends les questions. Donc, j'avais apporté la réponse à la question au moment de l'embauche d'un CDD. Je vous laisserai en prendre connaissance. Ensuite, nous avons une question. À la fin du contrat individuel, le salarié doit adhérer obligatoirement au contrat santé de l'entreprise. Oui, c'est tout à fait ça.
Si effectivement le salarié n'est plus couvert par son contrat individuel, la dispense du coup n'est plus réputée remplie et dans ce cas-là, il doit être affilié, pardon, au contrat collectif de l'entreprise. Donc là, il appartient à l'employeur. C'est pour ça il doit nous donner la date de fin du contrat individuel et l'employeur doit nous demander en fait de réintégrer dans le contrat collectif le salarié. Alors oui, même si le contrat individuel est renouvelé tacitement. Alors il est vrai que normalement les contrats sont renouvelés tacitement, mais dans le cas d'un contrat collectif, le salarié doit demander justement sa fin d'adhésion à la fin de son contrat individuel pour pouvoir avoir une prise en charge dans le cadre du contrat collectif, puisque là il pourra bénéficier notamment d'une participation de son employeur au minimum égale à 50%. Donc un salarié à l'échéance de son contrat santé individuel ne peut pas s'opposer à l'adhésion au contrat santé au motif qu'il a déjà une couverture santé individuelle qu'il souhaite conserver. C'est tout à fait ça. Et donc il y a des échanges, tout à fait, il peut se retrouver avec deux mutuelles. Alors l'individuelle et celle de son employeur, ça peut être le cas si effectivement il ne demande pas la radiation. Et dans ce cas, un salarié qui est couvert par un contrat collectif de son conjoint, il doit également adhérer au contrat santé de l'entreprise dans lequel il travaille à la fin de l'échéance. Donc là, il y a différentes possibilités. Si c'est effectivement un contrat collectif de la part de l'employeur, il y a une possibilité de dispense. Mais là encore, c'est fonction de chaque accord collectif. Donc n'hésitez pas en fait à reprendre contact auprès de votre MSA pour ces cas particuliers. En fait, tout est précisé encore une fois dans les conditions de chaque contrat. Mais voilà, n'hésitez pas à appeler la MSA pour avoir toutes ces informations. Concernant donc le TSAS, je ne vois pas de questions dans le fil de discussion. Est-ce que c'était clair? Merci beaucoup Isabelle pour cette présentation. Je pense que oui. Donc écoutez, je vous propose de poursuivre. Monsieur Gourlot, je suis désolée, comme je partage mon écran, je n'arrive plus à voir si tout le monde est connecté. Vous êtes bien présent? Oui, 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 je suis là. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Eh bien, Très écoutez, bien. je vous laisse prendre la parole et je partage, ça vous va? Oui, Vous oui, souhaitez oui, il y a prendre la main? certaines slides où j'irai relativement vite, mais oui, oui, si vous pouvez partager, je vous laisse faire. Eh bien, parfait, merci à vous. Je commence par me présenter. Donc, Sébastien Groslot, je suis chargé des relations extérieures à France Travail, à la direction régionale de Bourgogne-Franche-Comté, et je suis basé sur Besançon. J'interviens aujourd'hui parce que j'ai différents secteurs d'activité que je suis de très près et pour lesquels je suis en leader régional, dont l'agriculture. Donc, l'idée, ça va être tout simplement de vous présenter en quoi France Travail peut vous aider sur le recrutement de vos salariés saisonniers. Une très brève présentation de France Travail en Bourgogne-Franche-Comté. On a à peu près 2000 collaborateurs hein, partout sur le territoire, répartis dans 45 points d'implantation, 38 agences, 7 points relais. Et l'idée, c'est que chaque personne se trouve à moins de 30 minutes d'un France Travail. Donc, voilà, sur certaines villes, on est implanté sur les grandes villes, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, hein, pour vous faire ça de façon brève, et sur les territoires plus ruraux, eh ben, on a des implantations qui sont un peu plus éloignées les unes des autres. On a donc cette répartition sur 8 départements. Vous avez ici les interlocuteurs départementaux avec leur adresse mail qui sont tout à fait disponibles si vous avez des questions concernant l'intégralité du département. Si on est plutôt sur une question recrutement, vous verrez, je vous ai mis les coordonnées un peu plus loin pour pouvoir contacter une agence en particulier. Avant d'attaquer sur comment on peut vous aider, je voulais juste vous reposer le contexte économique qui a évolué, qui a des chiffres qu'on peut plus ou moins interpréter et comprendre de façon différente. La première chose, c'est le taux de chômage, celui sur lequel on communique le plus régulièrement. On est aujourd'hui à 7,3% de chômage en Bourgogne-Franche-Comté. On est sur les chiffres du premier trimestre 2026, hein, c'est tout à fait récent, ce qui fait une augmentation de 0,6 points en un an.
Ce qui ne signifie pas forcément que le marché du travail s'est dégradé sur cette année. Vous savez qu'avec la mise en place de France Travail, l'idée était d'inscrire l'ensemble des personnes en recherche d'emploi sur nos services. On est donc allé chercher plein de nouvelles personnes, dont les bénéficiaires du RSA, les jeunes inscrits à la mission locale, les jeunes qui sortent du système scolaire sans solution, etc. L'idée, c'était vraiment d'inscrire l'ensemble des personnes en recherche d'emploi pour avoir un maximum de personnes qu'on puisse proposer justement aux entreprises en recherche de candidats. Et puis, ben, si vous regardez le tableau de droite, vous allez voir que ce taux de chômage, il est extrêmement variable dans la région. Je vous ai souligné les deux extrêmes, hein. Sur le bassin de Beaune, le taux de chômage est à 4,5%. Et sur Montbéliard, par contre, on est à 12%. De façon globale, hein, pour le résumer, quand on est sur des zones plutôt rurales ou les petites villes, on est aux alentours de 6% le plus souvent. Et sur les bassins qui sont plus industrialisés, donc Belfort, Montbéliard, le Creusot, on a un taux de chômage qui est supérieur, surtout ben, avec la baisse d'activité au niveau automobile qui fait que, effectivement, le taux de chômage a mécaniquement grimpé sur ces bassins-là, plus particulièrement. Alors, les besoins de main-d'œuvre maintenant. Donc, on vient de voir le potentiel de demandeurs d'emploi qui est très variable d'un bassin à l'autre. Les besoins de main-d'œuvre, je tiens à souligner la très bonne participation des entreprises dans la filière agricole pour répondre à l'enquête de besoins de main-d'œuvre et c'est une excellente pratique. Le questionnaire, généralement, vous arrive au mois d'octobre. Et il est effectivement très important d'y répondre parce que d'une part, ça nous permet de mesurer quels vont être les besoins sur l'année qui va suivre, hein. Donc là, on est sur les besoins 2026. Et d'autre part, bien sûr, ça nous alerte sur le besoin de faire monter en compétence des personnes en recherche d'emploi ou en reconversion. Donc, au niveau des financeurs de formation, eh ben, ils s'appuient très largement sur cette enquête pour déterminer quelles seront les formations à prioriser avec un budget qui est aujourd'hui en baisse. On voit que le premier métier, ben, c'est un métier de l'agriculture, hein. C'est viticulteur. Les besoins qui ont été relevés sont je n'arrive pas à lire le chiffre, mais c'est inférieur à 10 000 personnes. On sait que dans les faits, hein, les saisonniers en agriculture, on est à plus de 40 000 personnes pour notre région. On voit que à la 7e place, je crois, nous retrouvons agriculteurs avec un besoin de 1800 personnes. Et puis, les espaces verts sont également concernés. En tout cas, voilà, on voit que les besoins sont là et que les difficultés de recrutement, même si elles ont diminué hein, avec l'inscription de toutes les personnes dont je vous ai parlé au départ, elles sont toujours présentes aujourd'hui. C'est à peu près un recrutement sur deux qui est jugé difficile. Voilà ce que ça donne au niveau des bassins. Je vous ai montré les taux de chômage, je vous ai montré les besoins. Et ben, quand on mélange les deux, voilà ce qu'on obtient. Bien sûr, plus c'est rouge, plus il est compliqué de recruter, plus c'est rose pâle, et plus on est sur un secteur moins tendu et où les recrutements sont évalués moins difficiles. Donc voilà, on fait ce croisement et voilà la carte que ça peut donner. Tout un chacun peut regarder dans quelle zone il se situe pour savoir effectivement si on est sur une zone difficile, très difficile, ou moins difficile, on va dire, pour le bassin de Montbéliard ou de Sens, par exemple. Alors, le réseau pour l'emploi, euh, effectivement, on s'appelle France Travail maintenant depuis 1 an et demi, ce qui a impliqué, ben, comme je le disais, l'inscription de beaucoup de personnes en plus, hein. Au niveau de la région, c'est au moins 35 000 personnes. Et ça implique aussi le fait qu'on ne travaille plus seul au niveau de l'accompagnement des demandeurs d'emploi et au niveau de l'accompagnement des entreprises. Par exemple, on a mis en place
France Travail Pro, avec l'arrivée de France Travail, qui est donc le France Travail des entreprises et dédié aux entreprises. Avec les conseillers qui vont avec, on est sur à peu près 200 conseillers en Bourgogne-Franche-Comté qui travaillent pour les entreprises. Et dans ces 200 conseillers, on a une cinquantaine de conseillers dans les différentes agences les plus concernées qui sont spécialisées en agriculture, conseillers que j'anime et pour lesquels j'oriente les actions. Ouais, je suis allé un peu vite. Nos services. Déjà, le plus simple d'entre tous, nous contacter. Avec l'arrivée de France Travail Pro, on a très largement étendu nos plages de réception. Aujourd'hui, on peut être contacté au 39 95 de 7h30 le matin jusqu'à 20h le soir et ce, 6 jours sur 7. Il n'y a que le dimanche où on n'est pas joignable. Mais autrement, on est joignable donc 6 jours sur 7 sur cette plage horaire, ce qui laisse largement la possibilité de le faire. Maintenant, nous joindre pourquoi? Eh ben, je vous montre ça juste après. Euh, la personnalisation. Avec l'arrivée de France Travail Pro, effectivement, chaque entreprise qui recrute a un conseiller France Travail Pro. Ça veut dire que quand vous reprenez contact avec nous, eh bien, c'est toujours la même personne qui va être votre interlocuteur. Il ne va pas vous redemander à chaque fois quel est votre besoin, quelle est votre situation, votre structure, etc. Ça permet bien sûr de beaucoup fluidifier les choses et ben, je vous encourage même à mettre en place des partenariats avec ces conseillers. N'hésitez pas à les faire venir chez vous, à leur montrer vos entreprises, vos exploitations pour une meilleure connaissance, une meilleure interconnaissance. Généralement, ils ont un numéro de portable qu'ils vous donnent et ça vous permet de les appeler directement en cas de besoin. Voilà un panel des services que l'on vous propose. Donc, je vous disais, faire le 39 95 ou appeler directement votre conseiller France Travail Pro. À quoi ça sert? Eh ben, bien sûr, le service le plus simple, c'est le dépôt d'offres, hein. Mais ce n'est pas le seul. Sur le dépôt d'offres, je voulais insister sur un point. Vous avez effectivement la possibilité de simplement déposer une offre en laissant vos coordonnées, ce qui permet à toutes les personnes qui consultent cette offre ben, de venir à vous. Si ce n'est pas votre souhait et si vous voulez avoir seulement certaines typologies de personnes qui vous appellent, par exemple les personnes qui ont une expérience, les personnes qui ont un permis, les personnes qui, que sais-je, ont déjà fait de la traite ou je ne sais quoi, eh bien, vous avez la possibilité de demander à votre conseiller de faire une présélection et de ne donner vos coordonnées que aux personnes qui correspondent à vos critères de recherche. C'est très simple en fait, hein. Quand vous créez votre offre, il suffit de demander la présélection et à partir de là, votre conseiller va s'occuper de trier les candidatures en fonction bah, de ce que vous lui avez demandé comme compétences attendues. Vous avez aussi la possibilité de chercher des candidats par vous-même sur le site. Je vous fais une petite démonstration juste après. Vous avez la possibilité d'évaluer des personnes en immersion. Donc, là aussi, je vous en parlerai brièvement par la suite. Former un candidat avant embauche, aujourd'hui, on est sur l'embauche des saisonniers. Donc, généralement, des contrats de moins de 4 mois, ce qui veut dire que c'est pas forcément quelque chose que vous pouvez mobiliser, sauf si le contrat de votre saisonnier dure plus de 4 mois, auquel cas, effectivement, on peut prévoir une période de formation préalablement à l'embauche. Voilà, autrement, ben, on a d'autres services comme le recrutement par la MRS, donc par des simulations, mais là aussi, voilà, c'est pas quelque chose que je vais déployer aujourd'hui. Je vais essentiellement vous parler des services précédents. Alors, déjà publier une offre d'emploi, vous pouvez le faire seul.
sur notre site. C'est très simple. Les critères sont souvent des critères de choix avec un ascenseur où vous pouvez choisir tout simplement si c'est un CDD, si c'est un CDI, etc., si le salaire que vous proposez, les avantages que vous proposez. Ce sont des listes déroulantes à chaque fois et pour le coup, c'est relativement simple. Mais encore une fois, en cas de difficulté, vous hésitez surtout pas à prendre contact avec votre agence. Ça va très largement faciliter les choses et puis surtout, ça va vous permettre de négocier avec votre conseiller le service que vous attendez par rapport à ce dépôt d'offre d'emploi. Mais en tout cas, si vous voulez le faire à des moments où effectivement on ne peut pas vous recevoir par téléphone, comme le dimanche par exemple, eh bien, vous pouvez le faire en totale autonomie. Il y a un petit pas à pas hein, qui est montré sur une petite vidéo de 3 minutes. Le lien est actif. Vous avez juste à cliquer sur la vignette si le support de présentation d'aujourd'hui vous sera partagé. La banque de profil, je vais en parler un peu plus longuement parce que pour le coup, c'est un service qui est moins connu et qui est lui aussi efficace. On peut l'appeler, on peut le dénommer comme ça. Euh, une personne sur deux aujourd'hui qui est sur notre site internet n'est pas inscrite à France Travail. Et toutes ces personnes, en fait, vous pouvez les trouver si elles diffusent un CV sur notre site internet. Il y a plusieurs millions de CV qui sont diffusés sur notre site internet et il y en a sans aucun doute certains qui peuvent vous concerner et concerner le recrutement que vous envisagez. Euh, je vous donne un exemple tout simple hein, de personnes qu'on ne s'attend pas à trouver sur une banque de profil. On a des docteurs, on a des pharmaciens, on a des chirurgiens, on a vraiment tout type de personnes qui sont aujourd'hui en recherche d'emploi ou qui souhaitent changer d'entreprise, hein, qui diffusent leur CV sur notre site. Et la démarche pour les trouver et pour les contacter est extrêmement simple. C'est ce que je vous montre juste après. Donc, un petit bilan chiffré très rapide, 900 000 propositions de contact aux candidats à l'initiative des entreprises ont été faites l'année dernière et 40% des candidats ont répondu. Comme je vous le disais, hein, on a une personne sur deux qui est inscrite à France Travail, une personne sur deux du coup qui ne l'est pas et vous n'avez pas une réponse systématiquement quand vous faites une proposition de contact à un candidat. Mais 40% de propositions acceptées et qui sont suivies pour le coup d'un contact direct avec le candidat, c'est déjà un résultat satisfaisant, on va dire, surtout que vous allez voir, la démarche est extrêmement simple pour pouvoir contacter ces candidats. Quand vous arrivez sur le site France Travail Pro, voilà la page qui vous accueille et vous avez comme première vignette le Je recherche des candidats. Je ne sais pas si vous voyez à gauche de l'écran. Vous allez tout simplement cliquer là. Ça vous emmène sur la page suivante. Accéder à notre base de profil où vous allez pouvoir désigner le métier et le lieu de travail sur lequel vous recherchez des personnes. Donc, voilà, vous pouvez mettre par exemple conducteur d'enjambeur, tractoriste, vous pouvez mettre, je sais pas, ouvrier viticole, etc. Voilà, dans l'exemple que moi j'ai pris, j'ai mis ouvrier agricole et en lieu de travail, que je vous dise pas de bêtises, je crois que j'ai mis Besançon ou Dijon. Vesoul. J'ai mis Vesoul tout simplement parce que je suis à Vesoul aujourd'hui. Et voilà, vous avez tout simplement une liste de 717 personnes qui sont apparues. Ces 717 personnes ont dit qu'effectivement, ben, elles avaient les compétences sur le métier, qu'elles étaient d'accord pour venir travailler sur Vesoul, ce qui veut dire que eh ben, vous allez avoir leur localisation. Il ne faut pas vous étonner si vous trouvez quelquefois des personnes habitant très loin. Si elles ont mis qu'elles étaient mobiles, y compris sur la région sur laquelle vous proposez le poste, elles vont ressortir. Elles ne vont pas ressortir en premier, mais effectivement, il n'est pas impossible que vous trouviez des Marseillais. Ne vous en étonnez pas. D'où la liste de 717 résultats.
Voilà. De toute façon, je ne pense pas que vous alliez voir les 717, mais les premiers profils que va vous présenter la machine sont sans doute les plus pertinents. Une fois que vous avez trouvé... Ah, vous avez juste été un poil trop vite. Pardon. Une fois que vous avez trouvé le candidat, vous voyez sur la droite, vous avez une petite icône qui vous permet de prendre contact avec eux. Vous allez tout simplement cliquer sur le petit bonhomme qui est en face du nom. Vous allez voir le profil plus en détail avec son CV et vous allez avoir la possibilité d'envoyer un message à cette personne pour lui proposer tout simplement un contact, un rendez-vous, un entretien de recrutement, etc. Et je vous disais, dans 40% des cas, le candidat répond à l'entreprise. Dans votre message, je vous encourage à mettre le fait que vous proposez un emploi de saisonnier pour telle tâche. Ça évitera que la personne vous contacte et pensant que peut-être il y a une possibilité de CDI. Si ce n'est pas le cas, il faut lui indiquer d'entrée de jeu sur le message que vous lui envoyez. Voilà. Comme je vous disais au départ, hein, vous avez aussi la possibilité de demander une période d'immersion euh, avant d'embaucher quelqu'un. Alors, qu'on soit sur des contrats saisonniers ou non, hein, là, pour le coup, il y a pas de notion de durée de contrat à l'issue, mais l'idée, c'est avant de signer un contrat, de pouvoir évaluer la personne, de pouvoir voir si effectivement elle s'intègre bien à votre équipe, s'il y a une bonne entente, si les compétences qu'elle dit avoir, elle les a réellement, etc. Et puis, de notre côté, ça nous permet à nous de présenter les métiers aux personnes qui auraient un projet pour partir dans le domaine et ça permet de valider le projet avant qu'elles partent sur une formation de 6 mois, par exemple, de vérifier qu'effectivement, elles ne se trompent pas d'orientation et que c'est bien ce à quoi elles s'attendent. Donc, l'immersion peut être faite dans ces deux sens-là, soit à notre demande, et il n'est pas impossible qu'on prenne contact avec vous, soit à votre demande, pour évaluer un candidat avant de le recruter. Au niveau du montage de la convention, c'est extrêmement simple, vous n'avez pas à vous déplacer, tout se fait par informatique, les signatures également. Par contre, ce qui est impératif, c'est de bien faire cette demande d'immersion et de bien la signer électroniquement avant que ça commence, parce que pendant cette période-là, la personne, c'est France Travail qui la rémunère, c'est France Travail qui l'assure contre les risques d'accident du travail. Et pour ça, il faut bien sûr que la convention soit bien signée et on peut bien sûr pas le faire après. De votre côté, finalement, la démarche, c'est de vérifier avec votre assurance que vous avez bien la possibilité de recevoir des stagiaires. Mais à partir du moment où cette possibilité est là, il n'y a aucun souci pour pouvoir monter cette immersion. Pour cela, vous avez un lien avec le site Immersion Facilité où vous allez tout simplement cliquer sur la vignette et vous arrivez directement sur le site. Voilà, la formation avant embauche, je vous en ai un peu parlé, mais je reviens dessus. Pour les saisonniers, il faut donc bien proposer un contrat de 4 mois minimum à l'issue de la formation. Tout simplement parce que c'est une formation qui engendrerait des coûts, hein. Pas pour vous, mais pour France Travail. Et voilà, on ne met pas en place ce type de formation quand le poste qui est proposé derrière est d'une semaine ou d'un mois. L'investissement n'en vaudrait pas la peine. Donc, l'idée, c'est effectivement de pouvoir former vos futurs salariés. La seule limite qu'on a, c'est sur les durées de la formation. La formation, elle peut être très très courte. Une formation geste et posture d'une journée, c'est tout à fait envisageable. Et, par contre, au maximum, elle ne peut pas dépasser 600 heures, ce qui veut dire qu'on est rarement sur des formations qui sont qualifiantes et qui permettent d'aboutir à un diplôme. Mais par contre, sur l'obtention de CACES, de capacités, ça ne pose aucun problème. Et puis, on peut articuler les périodes de formation en centre de formation avec les périodes en tutorat dans votre entreprise, où c'est vous qui accompagnez, vous ou un tuteur désigné, hein, qui accompagnez la personne pour l'aider à monter en compétences. L'idée,
derrière, c'est de lui proposer donc un contrat d'au moins 4 mois. Et à ce moment-là, on peut mettre en place cette formation. Alors, de la même façon, pendant la formation, la personne est stagiaire de la formation professionnelle, elle reste inscrite à France Travail, ce qui veut dire que c'est France Travail qui assure sa rémunération. On assume également les coûts pédagogiques. Donc, on paie la formation. S'il y a un tuteur qui est mis en place au sein de votre entreprise, on vous indemnise pour le temps que le tuteur passe à former la personne. Et derrière, si la formation s'est bien passée, ben effectivement, votre engagement, c'est la signature d'un contrat de 4 mois minimum. À chaque fois, hein, sur chacune des slides, vous avez vu, il y a des liens où vous pouvez retrouver des informations complémentaires si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai présenté. Alors, ensuite, la participation à des événements, ça fonctionne particulièrement bien sur le recrutement de saisonniers. En ce moment, par exemple, on est en train de mettre en place des événements pour tout ce qui est recrutement des futurs vendangeurs dans les agences qui sont concernées. Donc, ça peut être des job dating, ça peut être des formules un peu plus, comment dire, originales. Je vous en cite une hein, parmi tant d'autres. Lors de la venue du Tour de France sur Nevers, eh bien, des demandeurs d'emploi et des employeurs vont faire l'étape du Tour avant les coureurs professionnels. Faut déjà avoir un bon coup de pédale, hein, parce que c'est une étape qui fait 160 km, quelque chose comme ça. Et à l'issue de ce roulage, les personnes vont se rencontrer lors d'entretiens de recrutement. On appelle ces opérations du stade vers l'emploi, où ben, on met en place un moment convivial où les personnes se rencontrent dans un autre cadre que celle de la recherche d'emploi. Ça permet de briser la glace et puis pour le futur employeur, ça permet de voir des comportements sur le fait qu'on va naturellement vers les autres, on travaille naturellement en équipe, le goût à l'effort aussi. Il y a des personnes qui vont se donner beaucoup plus à fond que d'autres, etc. Et on voit plein de savoir-être grâce à ces événements. Et derrière, quand on a les gens en entretien, eh ben, ça permet déjà d'avoir des pistes. Euh, voilà, un exemple d'événement qui est mis en place. Il y en a très régulièrement toute l'année dans vos agences France Travail. Sur le secteur agricole, ça va représenter à peu près 70 événements partout en région sur une année. N'hésitez surtout pas à vous rapprocher de votre agence France Travail, soit pour vous raccrocher à un événement existant, hein, ça peut être un forum emploi, etc., soit pour carrément on organise un job dating pour vous et où, pour vous permettre de rencontrer des candidats autrement qu'en passant par une offre d'emploi diffusée. Voilà, pour ce qui est de ces événements, pour leur donner plus d'impact, on organise des semaines thématiques pendant lesquelles on concentre ces événements. Alors, il y a différentes semaines thématiques, hein. La prochaine qui va arriver, qui d'ailleurs n'est pas organisée par France Travail, mais à laquelle on participe, c'est Verywood Métier début octobre, sur laquelle ben, il y a des entreprises qui vont ouvrir leurs portes et, si elles sont d'accord, euh, vont faire visiter leurs entreprises à des demandeurs d'emploi ou à des scolaires et vont pouvoir voir les gens en entretien de recrutement. Donc voilà, et il y a également les journées de l'agriculture qui sont organisées chaque année au niveau Bourgogne-Franche-Comté. Euh, la date est variable, mais généralement on organise ça au mois de mars. Vos ANEFA, enfin, parmi les partenaires, hein, on a l'ANEFA qui derrière peut relayer l'information auprès de vous. Voilà, ça vous permet effectivement de gagner en visibilité et puis, je vous disais, hein, de rencontrer les candidats autrement. Autre intérêt de ce type de manifestation, c'est que les personnes s'y positionnent d'elles-mêmes. Euh, si voilà, les candidats que vous allez rencontrer ne sont pas des candidats qu'on a convoqués pour cet événement, c'est des candidats qui se sont positionnés d'eux-mêmes pour participer et généralement, voilà, ça donne lieu à des rencontres où
qui sont constructives. Vous n'allez pas être face à des personnes qui disent moi, je suis venu parce qu'on m'a dit de venir, quoi. Voilà. Et au niveau de la démarche, c'est quand même nettement plus intéressant. Donc, je vous parlais des événements organisés en Bourgogne-Franche-Comté. Au total, hein, on est sur des chiffres relativement importants. Je n'arrive pas à la voir, mais je crois qu'on dépasse les 400 événements la plupart du temps, hein, chaque mois, sauf en été où effectivement nos moyens sont plus limités. Tout secteur d'activité confondu, hein, et concernant donc le secteur agricole, on va être à peu près sur 70 événements à l'année. Voilà, je voulais terminer par quelques chiffres. Voilà, au niveau de l'activité de France Travail, que vous sachiez un peu ce que ça peut représenter au niveau national. On a un peu moins de 9 millions de visites au sein de nos agences. Et parmi les personnes qui sont inscrites chez nous, on enregistre 4 millions de retours à l'emploi par an. En gros, hein, chaque mois, un tiers des personnes qui sont inscrites à France Travail retrouvent un emploi et quittent France Travail. Et elles sont remplacées par un nombre à peu près équivalent, en tout cas quand le taux de chômage est stable, de personnes qui viennent s'inscrire parce que fin de contrat ou licenciement ou première recherche d'emploi pour les jeunes qui viennent de finir leurs études. Je vous parle de ça parce que ben voilà, on est le 2 juillet et qu'effectivement en ce moment, le gros des demandeurs d'emploi qui viennent s'inscrire, c'est beaucoup les jeunes qui viennent de finir leurs études et qui sont à la recherche de leur premier emploi. Donc, bah, on a 6,7 millions d'inscriptions de demandeurs d'emploi par an, 4 millions de personnes retrouvent un emploi. Donc, l'un ne se compense pas, mais effectivement, il y a des personnes qui s'inscrivent plusieurs fois dans l'année. Voilà, je vous laisse les chiffres de, comment, visibles et disponibles, mais si vous avez des questions ou si vous avez besoin de commentaires, simplement, bon, au niveau du budget de France Travail, hein, l'énorme majorité de notre budget est consacrée à indemniser les personnes qui ont perdu leur emploi. C'est vraiment le plus gros budget. Ça doit représenter 92% de notre budget. On a également 2 milliards qui partent sur la formation et puis bien sûr des frais de fonctionnement puisque, je le disais sur Bourgogne-Franche-Comté, c'est 45 agences, 2000 salariés. Donc effectivement, voilà, il y a également ces dépenses-là. Et puis au niveau des entreprises, alors je suis désolé, les chiffres sont de l'année dernière. Ils ne reflètent pas cette année, mais je ne peux pas encore faire le bilan 2026. Vous comprendrez bien pourquoi. Parce que le taux de satisfaction des entreprises est supérieur à 90%. Pour cette année, on a 220 000 immersions qui ont été mises en place. L'idée, c'est d'en mettre toujours plus en place. On a remarqué que c'est un dispositif extrêmement porteur. Les personnes qui font une immersion, ça améliore de 10 points leur possibilité d'accéder à un travail. On mesure les actions de cette façon-là, hein. Et ben voilà, pour vous dire, on a 70% des personnes qui font une immersion dans une entreprise qui retrouvent un travail dans les 3 mois qui suivent. Donc c'est extrêmement efficace. Euh, voilà, puis au niveau des services à distance, hein, je vous parlais de déposer votre offre sur notre site internet ou de faire une recherche de CV sur notre site internet, tout simplement parce que c'est le plus fréquenté et de très loin. On diffuse 12 millions d'offres d'emploi par an et il y a à peu près 600 millions de visites sur une année sur notre site internet. Voilà, c'est de très loin le premier site de l'emploi. Je vous ai mis cette dernière slide pour contacter directement vos agences. Le lien où il est marqué cliquer est bien sûr cliquable. Vous allez dessus et vous allez directement, département par département, trouver les coordonnées téléphoniques et mail de chacune des équipes France Travail Pro dans les agences. Donc, n'hésitez surtout pas à les contacter pour mobiliser l'un des services que je vous ai présentés. Si vous avez une difficulté pour déposer vos offres, si vous souhaitez être accompagné d'un conseiller France Travail Pro pour déposer vos offres, etc. N'hésitez surtout pas, on est là justement à votre service.
Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Merci, Monsieur Gourlot, pour cette intervention très intéressante. Merci beaucoup. Je laisse place aux questions. Actuellement, dans le fil de discussion, je ne vois pas de questions. N'hésitez pas, surtout. Bah, écoutez, vous avez été très clair, pas de questions. On dirait. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à Monsieur, tous. Bien, merci. il est temps donc, et on est dans un timing parfait. Merci donc à tous les intervenants qui se sont succédés, qui sont des vrais experts dans leur domaine. J'espère que toutes les informations, et elles ont été nombreuses, qui vous ont été communiquées, vous seront utiles dans vos embauches de saisonniers, que ce soit à la fois sur la santé et sécurité au travail, le côté plus administratif de je fais une embauche, les relations avec France Travail, les relations avec le logement et autres. On espère vraiment que cette vision 360 degrés, et merci encore aux partenaires externes à la MSA, vous a satisfait et vous permet d'y voir plus clair dans ce qui se passe. On vous l'a dit, je pense, en début de webinaire, il était enregistré et il va être mis à disposition donc, sur les sites internet de la MSA de Bourgogne et de la MSA Franche-Comté. Et puis, nous allons vous adresser dans les secondes qui suivent, voilà, Marilyn, merci, un questionnaire de satisfaction. Si vous avez quelques minutes à y consacrer, c'est toujours intéressant pour nous d'avoir vos retours et de pouvoir en tirer les enseignements nécessaires et nous permettre d'améliorer encore ce genre d'exercice. Merci à tous de votre attention. Bon appétit. Il est pile midi, donc on se croirait à la SNCF, et encore que. Donc merci à tous. À bientôt. Merci, bonne journée à tous. Merci beaucoup et très belle journée à vous. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir.